La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale était au cœur des échanges entre le président Assimi Goïta et une délégation du Centre Carter. Le Conseil national de transition a adopté 5 projets de loi au cours de sa séance plénière. Ali Koulibaly nous fera le point dans cette édition. Un ancien aide de camp de Guillaume Soro a été arrêté à Abidjan. Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais dans les titres, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience à une délégation du Centre Carter conduite par son président Jason Carter. Cédé Jlin, vice-président et responsable mondial de la philanthropie pour la Fondation Pepisco, et l'ambassadrice Bisa Williams, conseillère spéciale pour le Mali, faisaient partie de la délégation. Les échanges ont surtout porté sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Et c'est à Touré. Présent au Mali depuis des décennies, le Centre Carter, dirigé par le petit-fils de l'ancien président américain Jimmy Carter, lutte contre le ver de Guinée depuis des années. Il est également observateur indépendant de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Nous sommes venus rencontrer le président de la transition en vue d'échanger sur l'accord pour la paix, a confié à la presse le président du Centre Carter à sa sortie d'audience. Jason Carter et sa délégation sont repartis avec la forte impression de l'engagement ferme du gouvernement malien à mettre en œuvre l'accord pour la paix qu'il estime important pour la réussite de la transition. La délégation américaine a rassuré également avoir pleinement conscience de la situation et du contexte actuel au Mali. Selon M. Johnson, l'accompagnement du Centre Carter ne fera pas défaut aux autorités maliennes de la transition. Toutefois, le Centre attend avec impatience les prochaines actions du gouvernement pour montrer au monde, aux Maliens ainsi qu'aux autres parties prenantes que l'accord pour la paix portera ses fruits. Pour sa part, le président Goïta a salué l'engagement constant du Centre Carter dans le cadre de l'éradication du ver de Guinée et dans celui de la promotion de la paix à travers le monde. Il a également remercié la délégation pour son déplacement au Mali dans le but de s'enquérir de la réalité du terrain, surtout à un moment où les autorités de la transition font face à d'énormes défis. Cette visite qui s'inscrit dans le sillage de l'accréditation de 3 ambassadeurs Maroc, Égypte et Japon, ce jour même constitue un signal fort sur le plan diplomatique, toute chose qui confirme la thèse du non-isolement du Mali sur la scène internationale. Nous restons toujours avec le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a reçu le même jour les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Mali. Idriss Isbayen, Tarek Abdelhamid Noureldine et Hideki Uezono sont respectivement les ambassadeurs accrédités de Sa Majesté le Roi VI, de la République arabe d'Égypte et du Japon auprès de la République du Mali. Cette présentation de lettres de créance vient renforcer les relations de coopération historique et d'amitié entre le Mali et ces 3 pays. Premier à présenter ses lettres de créance au chef de l'État, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc est né le 28 mai 1963 à Afourera. Driss Isbayen a obtenu le diplôme d'études approfondies en sciences politiques à l'université Paris 4, Panthéon-Sorbonne en 1998. Entre 2016 et 2021, il fut ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Guinée, Sierra Leone et Libéria. Auparavant, Driss Isbayen était conseiller diplomatique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération de mai 2011 à août 2012. Il fut chargé d'affaires en pied du Royaume du Maroc en Afrique du Sud. Il a également été ministre conseiller, chef adjoint de mission à l'ambassade du Maroc en Éthiopie. Driss Isbayen est marié et père de 2 enfants. Après le diplomate marocain, c'était au tour de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte de présenter ses lettres de créance au président de la transition.
transition. Né en août 1964, Tarek Abdelhamid Noureldine a obtenu la licence en linguistique dans le département allemand en 1985. Il était directeur du département Palestine des Affaires étrangères jusqu'à sa récente nomination. De 2019 à 2011, Tarek Abdelhamid Noureldine fut sous-ministre adjoint aux relations culturelles internationales. Auparavant, il était le premier secrétaire au cabinet du ministre adjoint chargé des affaires européennes. Tarek Abdelhamid Noureldine a également été le deuxième secrétaire aux affaires centrafricaines et sous-ministre aux affaires africaines. De 2004 à 2008, il fut conseiller à l'ambassade de la République arabe d'Égypte à Varsovie. Tarek Abdelhamid Noureldine parle l'anglais et l'allemand comme langue étrangère. Enfin, c'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon qui a fermé le banc en présentant ses lettres de créance au chef de l'État. Né en février 1963, Hideki Uezono est diplômé de l'université de Keio à la faculté d'économie. Il a d'abord travaillé au ministère des Affaires étrangères avant de devenir plus tard le premier secrétaire à l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. En 2020, Hideki Uezono a été le directeur de la coopération scientifique internationale à la Direction générale du désarmement, de la non-prolifération et des affaires scientifiques. Outre sa langue maternelle, il parle le français et l'anglais. Les cérémonies de présentation ont enregistré la présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Sur tout un autre plan, afin que la jeunesse puisse jouer pleinement son rôle dans le retour de la paix et de la stabilité au Mali, une table ronde a été organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Elle a eu lieu ce jeudi 5 mai 2022 sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, entend, à travers cette table ronde, obtenir de ses partenaires techniques et financiers les accompagnements nécessaires pour la mise en œuvre de ces différents projets qui s'articulent autour de 5 composantes que sont le sport, paix, cohésion sociale et développement, promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, programme d'appui à la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, l'instruction civique et construction citoyenne et la promotion du volontariat au Mali. Le coût de la réalisation des activités prévues dans le cadre de ces 5 composantes est estimé à plus de 14 milliards de francs CFA. Dans son intervention, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, qui présidait la cérémonie d'ouverture, a salué la présence des partenaires du côté du Mali, notamment au niveau de la jeunesse, et a promis des suivis et évaluations des différents programmes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a lui aussi salué l'accompagnement des partenaires tout en rappelant que les jeunes constituent l'écrasante majorité de la population malienne et qu'ils doivent être à la priorité nationale et doivent être mis au centre de toutes les préoccupations pour qu'ils puissent jouer un rôle de premier plan. Quant aux représentants des partenaires, notamment l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Bar Ouvert, et le représentant spécial du STEM des Nations Unies, M. Alain Noudéou, ils ont exprimé la disponibilité de leurs organisations respectives à accompagner le gouvernement malien dans ses différentes politiques pour la formation d'une jeunesse plus épanouie et plus engagée dans tous les secteurs de développement du Mali. Je vous en parlais également dans les titres. 5 projets de loi ont été adoptés par les membres du Conseil national de transition lors d'une séance plénière au CICB. Parmi les projets figurent le nouveau statut des fonctionnaires de police, la durée du chômage technique de 3 à 6 mois, entre autres. Les détails avec Ali Koulibaly. Réunis hier en séance dans le cadre de la session ordinaire d'avril, les membres du Conseil national de transition ont examiné et adopté 5 projets de loi. Le premier est celui portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-016/PTRM du 31 décembre 2021 portant modification de l'ordonnance numéro 2018-015/PRM du 15 mars 2018 portant statut des fonctionnaires de la police nationale.
Ce texte était défendu à la place du ministre de la Sécurité et de la Protection civile par son collègue de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. Avec ce nouveau statut des fonctionnaires de police, il s'agit d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les modifications apportées visent la valorisation des formations professionnelles. S'y ajoute la prise en compte des formations effectuées dans les écoles ou académies étrangères et le relèvement de l'âge d'admission à la retraite. Celui-ci passe de 62 à 65 ans pour les commissaires de police, de 59 à 62 ans pour les officiers de police et de 58 à 61 pour les sous-officiers de police. D'autres innovations concernent entre autres l'accompagnement des ayants droit du fonctionnaire de police décédé qui se verront octroyer 3 mois de salaire après le décès de subdivision du grade de major en 4 échelons. L'intégration d'un 3e palier du grade de commissaire conformément au système LMD. Le colonel Abdoulaye Maïga a souligné que ce texte est éminemment important pour 2 raisons. Selon lui, le renforcement de la sécurité constitue le premier axe du programme d'action gouvernemental compte tenu des défis sécuritaires que traverse notre pays. Aussi, la police nationale constitue un acteur important de notre architecture sécuritaire et l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires de police est une préoccupation pour nos plus hautes autorités. Le ministre Maïga, qui a promis que les recommandations faites par les membres du CNT seront prises en compte, a précisé que ce statut n'a rien à voir avec la militarisation de la police. Ce premier projet de loi a été adopté par 103 voix pour et 1 contre et 1 abstention. Le deuxième projet de loi était relatif au sang humain et ses dérivés. Il était défendu par la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Djaminatou Sankaré. Ce projet de loi, a-t-elle expliqué, vise à corriger une insuffisance juridique et réglementaire qui encadre les activités de la transfusion sanguine au Mali, laquelle était régie par un arrêté vieux de 30 ans et une décision qui date de 29 ans. Pour la ministre, il y a lieu aujourd'hui de sécuriser et de mieux encadrer les activités de la transfusion sanguine dans notre pays. Mieux, dira-t-elle, il s'agit de sécuriser davantage notre système de santé et de renforcer la mise en œuvre de la réforme en cours. Nous avons besoin d'encadrer et de combler le vide juridique aujourd'hui dans le domaine de la transfusion sanguine et dans les activités du Centre national de transfusion sanguine, a insisté Mme Djaminatou Sankaré. Après les amendements, ce projet de loi a été adopté par 102 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le troisième projet de loi portait sur la modification de l'ordonnance au numéro 20-19-011/PRM du 27 mars 2019 portant création de l'Institut national de santé publique INPES. Défendu par la ministre de la Santé et du Développement social, il ressort de ce texte que suivant l'ordonnance au numéro 20-19-011/PRM du 27 mars 2019, l'INPES a été créé dans le but de rationaliser les services publics. Cette ordonnance a abrogé les textes de création de l'Institut national de recherche en santé publique, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments ANSA, du Centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfant CREDOS. Avant de fusionner ces structures et créer un nouvel établissement dénommé INPES, il y a quelques mois, le gouvernement a adopté un texte pour extraire le Centre pour le développement des vaccins au Mali, CVD Mali, des structures fusionnées pour la création de l'INPES. Dans le rapport de la Commission de la santé, du développement social et de la solidarité du CNT, il est aussi recommandé d'élaborer une loi portant création de l'ANSA en tant qu'entité chargée de la réglementation de la sécurité sanitaire des aliments et d'une loi portant création de la médecine traditionnelle dans le souci de réglementer et de développer la recherche aux actions. Ce projet de loi a été adopté par 103 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. Le quatrième projet de loi portait sur la modification de la loi numéro 92-020 du 23 septembre 1992 portant code du travail en République du Mali. Ce texte était défendu par Mme Diawara Awa Paul Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Pour la ministre, la durée du chômage
technique dans l'article L35 du Code du travail est de 3 mois. Selon elle, les centrales syndicales ont demandé de revoir cette durée pour la ramener à 6 mois afin de garantir l'emploi aux travailleurs et faire en sorte que les employeurs ne perdent pas leurs travailleurs. D'après Madame la ministre, c'est fait spécifiquement dans le cadre des crises sanitaires graves comme la COVID-19. Ce texte qui concerne les travailleurs du secteur privé a été adopté par 107 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Enfin, le projet de loi portant création du fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine d'or de Yatela, défendu par la ministre Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, a été adopté par 102 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Maintenant, place à l'actualité internationale. Un proche de l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro, accusé de complot et vivant en exil depuis plusieurs années, a été arrêté à Abidjan, a-t-on appris mercredi auprès de ses proches. Le commandant Abdoulaye Fofana, l'ex-aide de camp de Guillaume Soro, a été arrêté et est détenu dans des locaux de la gendarmerie d'Agban à Abidjan, a affirmé à l'AFP Moussa Touré, ancien chef de la communication de Guillaume Soro. Monsieur Touré a toutefois précisé que le commandant Fofana n'était plus en contact avec le camp de l'ex-premier ministre depuis avril 2021. 7 soldats et 4 supplétifs de l'armée du Burkina Faso ont été tués jeudi dans 2 embuscades tendues par des terroristes dans les régions du nord et du centre-nord, a annoncé l'armée dans un communiqué reçu vendredi par l'AFP. Une première embuscade a eu lieu près de la ville de Solé, tuant 2 militaires et 4 VDB, des volontaires pour la défense de la patrie supplétifs de l'armée, selon le communiqué de l'état-major de l'armée. La seconde a pris à partir des éléments de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale à Ouanobe, tuant 5 gendarmes, ajoute-t-il. Ces embuscades tendues par des terroristes, terme utilisé par l'armée pour désigner les djihadistes particulièrement actifs dans le nord du Burkina, ont également fait 9 blessés, évacués et pris en charge selon l'état-major. L'armée affirme que côté ennemi, une vingtaine de corps de terroristes ont été dénombrés lors des opérations de sécurisation et ajoute que de l'armement, des munitions, des moyens roulants et de communication ont également été détruits ou récupérés. Le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Gounguengui, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt à Libreville pour non-dénonciation de crimes de pédophilie dans une affaire d'agression sexuelle présumée de centaines d'enfants, a déclaré jeudi à l'AFP son avocat. Le scandale, relevé par le quotidien britannique en décembre 2021, a éclaté quand Patrick Assoumi Eyi, entraîneur de la sélection nationale des moins de 17 ans jusqu'en 2017 et figure très connue dans le milieu du football gabonais, sous le surnom de Capello, a été incarcéré après avoir été accusé de centaines de viols et agressions sexuelles sur des enfants dont il avait la responsabilité dans ses fonctions pendant plusieurs années. Monsieur Assoumi Eyi était depuis 2017 et jusqu'à son arrestation directeur technique de la Ligue de football de l'Estuaire, la province de la capitale Libreville. Depuis son arrestation, 2 entraîneurs de club, Orphée Mikala et Trifel Mabika, ont également été mis en examen pour les mêmes chefs et incarcérés. Les 3 hommes risquent 30 ans de prison. L'élection présidentielle attendue depuis plus d'1 an en Somalie se tiendra le 15 mai, a annoncé jeudi la télévision publique citant le comité parlementaire chargé d'organiser le scrutin dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique. Le mandat du président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, est arrivé à échéance en février 2021 sans qu'il soit parvenu à organiser une nouvelle élection. Depuis, le processus a avancé péniblement, retardé notamment par des conflits au sommet de l'exécutif et entre le gouvernement central et certains États fédéraux. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Niata TV.